Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'introduction au génie nucléaire. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'énergie de liaison et introduire en fait le concept de fission nucléaire. Pour commencer, on va rappeler ce qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. Et dans la précédente vidéo, on a présenté en fait les différents modèles d'atomes qui ont été développés, principalement en fait au cours de la première partie du siècle dernier. Donc Thomson avait introduit en fait un modèle d'atome dit modèle de pudding, où on avait une sorte en fait de sphère où électrons, protons, enfin charge positive et charge négative, parce qu'on n'avait pas encore découvert ces deux particules, étaient réunies dans une même sphère. Donc charge négative et positive étaient réunies dans la même sphère. Rutherford, en 1911, a montré au contraire que les charges positives étaient concentrées au centre de l'atome et occupaient une partie beaucoup plus faible que la surface, que le volume total de l'atome. Donc le noyau occupait une partie très faible par rapport au volume total de l'atome. En 1913, Bohr a compris que les atomes, que les électrons en fait n'orbitaient pas autour, de façon aléatoire. Ils occupaient des niveaux d'énergie bien précis. Et en 1925, en fait, Schrödinger propose un modèle ondulatoire de la physique. Et en fait, on montre que l'électron, c'est pas une particule ponctuelle qui orbite, par exemple, comme la Lune peut le faire autour de la Terre, mais qu'elle est disposée de façon statistique, donc sous forme de nuage électronique autour de l'électron, du noyau. Et en fait, là, c'est à partir de là vraiment qu'on a pu formaliser la physique quantique, notamment avec l'équation de Schrödinger. Très bien, donc maintenant, on va introduire quelques concepts, les concepts qu'on va présenter dans la suite de cette vidéo. Donc, en fait, on sait que les charges positives, donc les protons, se repoussent. Néanmoins, ça voudrait dire qu'on pourrait pas, en fait, si vous voulez, on pourrait pas avoir un noyau stable. Si les charges électriques se repoussent, les charges électriques de même signe se repoussent, comme le noyau il est constitué exclusivement de protons ou de neutrons, mais neutrons de charge nulle, et donc d'électrons de charge positive, les protons se repousseraient. Et en fait, c'est pas ce qu'on se rend compte, c'est pas ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. On se rend compte qu'il y a une seconde force, donc l'interaction forte, qui permet en fait une force de liaison. En fait, c'est une force de liaison qui maintient les composants, les nucléons du noyau ensemble. Donc c'est une force qui est supérieure à la force électrostatique, la force coulombienne. Cette énergie de liaison, en fait, on va se voir que quand on a une transformation nucléaire, cette énergie de liaison en fait se transforme. Cette masse et énergie de liaison, on va voir que c'est lié, notamment avec la fameuse formule E égale mc2. Et c'est ce qui permet en fait d'expliquer la très grande énergie en fait qui est mise en jeu dans les réactions nucléaires. Donc retournons donc sur le principe d'énergie de liaison. Donc on a notre noyau d'atome. Il est constitué en fait de charges positives, les protons, et de charges négatives, les neutrons. Mais dans ce cas-là, les neutrons, on peut ne pas y faire attention dans le cas électrostatique. S'il n'y a que des charges positives, ça veut dire qu'il y a une force de répulsion de Coulomb. C'est-à-dire que le noyau devrait être instable. Or, les noyaux sont pour la plupart stables. On connaît du moins, en plus c'est même pas vrai, les noyaux sont pour la plupart instables, mais on connaît beaucoup de noyaux stables. C'est-à-dire qu'il existe une force, l'interaction forte, qui est attractive et qui est bien plus importante que la force de Coulomb et qui permet de maintenir la stabilité du noyau. On peut aussi définir en fait ce qui s'appelle un défaut de masse. Qu'est-ce que c'est un défaut de masse ? Imagine on prend notre noyau et on le décompose en chacun de ses nucléons. Et ensuite on pèse d'un côté le noyau et de l'autre tous ses nucléons. Et en fait on va se rendre compte que la masse cumulée des nucléons pris individuellement est supérieure à la masse du noyau pris dans son entièreté.
Donc il y a une différence de masse entre les deux, et c'est ce qu'on va appeler en fait le défaut de masse. Le défaut de masse, en fait, c'est la somme des neutrons plus la somme la somme de la masse des neutrons plus la somme de la masse des électrons, des neutrons et des protons. Excusez-moi. Donc c'est la somme de la masse des nucléons, si vous voulez. Moins la masse du noyau. Et en fait, cette différence de masse est strictement supérieure à 0. De plus, donc il y a une différence de masse. De plus, on connaît, donc on peut associer en fait une masse à une énergie. En fait, on sait qu'on peut associer qu'il y a une énergie en fait potentielle, une énergie potentielle de pesanteur. Donc on peut associer la masse à l'énergie gravitationnelle. Il y a une énergie cinétique, donc on peut associer masse et vitesse, mais on peut aussi associer en fait l'énergie de la masse en tant que telle, la masse au repos. On peut lui associer une énergie qui s'appelle l'énergie de masse et qui est définie par la fameuse formule que Einstein a rendue célèbre, E est égal à mc2. Et cette formule nous dit que énergie et masse, c'est la même chose. Et par exemple, imaginons qu'on a un système qui a une énergie de masse E et une masse m, et qu'il perd une masse delta m. Et ben alors son énergie sera E moins delta m c carré, et sa masse aura aussi diminué, m moins delta m. Ça voudra dire qu'il aura cédé une énergie delta mc carré. Et en général, cette énergie, il l'a cédée sous forme exothermique, donc sous forme de chaleur. Donc là, on peut voir qu'en fait, pour l'énergie de masse, en fait, il nous faut une masse et on multiplie par c carré. Donc c carré, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, 300 000 km secondes. Et donc si on le met au carré, et ben ça va faire 9 fois 10 puissance 16. Et en fait, c'est ce facteur qui rend en fait l'énergie nucléaire extrêmement intense comparée à l'énergie chimique, puisqu'on a un facteur de quasiment 10 puissance 17 qui vient multiplier la masse. Donc une petite variation de masse, ça reste une énergie qui est absolument formidable. Donc vis-à-vis de l'énergie de liaison, donc on peut reprendre notre formule du défaut de masse multipliée par c carré, et on peut écrire l'énergie de liaison en fonction du nombre de nucléons. Et on peut tracer, pour chaque atome, en quelque sorte, on peut tracer l'énergie de liaison par nucléon, donc on le divise par A c'est le nombre du nucléon, et on obtient une courbe de cette manière. Et on voit que pour le fer 56, on a un maximum. Ça veut dire que le fer 56, c'est l'atome qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée. C'est en quelque sorte l'atome le plus stable. Et on peut se rendre compte qu'on peut augmenter en quelque sorte la stabilité des gros atomes en les divisant, en faisant en sorte qu'ils deviennent plus petits. Et de même, donc c'est ça ce qu'on appelle la fission nucléaire. Et de même, il y a des atomes qui ont une faible énergie par nucléon, on peut augmenter leur stabilité en les fusionnant dans les plus gros atomes. Et ainsi, ces plus gros atomes obtenus seront plus stables. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Là, c'est juste pour les plus curieux, en fait, on est capable assez précisément en fait de reproduire cette courbe avec le modèle de la goutte liquide. En fait, donc on peut trouver un modèle qui permet de reproduire cette courbe. Et comment on fait ça ? En fait, on va considérer qu'on a une énergie, que notre atome, en fait, chaque nucléon entre eux, donc il y a une énergie volumique, moins une énergie de surface, moins l'énergie, en fait, de la force de Coulomb. On a des termes quantiques, en fait, d'asymétrie et de paire, et d'appareillement, en fait. Et en fait, quand on met tout ça sous forme d'équation, on a cette formule-là avec ces valeurs pour AV, AS, AC, etc. Et quand on trace cette courbe en fonction du nombre de nucléons, on obtient quasiment la courbe expérimentale, celle-ci. Et donc on dispose en fait d'un modèle théorique qui s'appelle le modèle de la goutte liquide, qui permet de façon assez précise de reproduire cette énergie de liaison moyenne par nucléon. Donc voilà, c'était pour les plus curieux, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, parce que là on dépasse en fait
là où je veux aller dans le cours. Donc maintenant, on peut se concentrer sur la fission nucléaire. Donc on retourne sur cette fameuse courbe qui exprime l'énergie de liaison moyenne par nucléon en fonction du nombre de nucléons dans le noyau. Donc on a vu que les noyaux lourds, donc par exemple l'uranium 235, 238, ils peuvent, si on les fissionne, c'est-à-dire que si on les casse, on les fait devenir plus petits, on va augmenter leur énergie de liaison par nucléon, et ainsi ils seront plus stables. Et donc en fait, la nature aime toujours en fait aller du côté de la stabilité. Si elle peut faire si un système physique peut faire une transformation qui le rend plus stable, alors en général c'est toujours possible de faire cette transformation-là, parce que la nature adore la stabilité. Par exemple, une balle va toujours chercher à aller dans un domaine le plus stable, donc si on la lâche, elle va toujours chercher à aller là où il y a le moins d'énergie potentielle, toujours réduire son énergie potentielle, et nous, là-dedans c'est un peu un cas, on cherche tout le temps à augmenter l'énergie de liaison pour qu'il soit plus stable. Le principe général de la fission, donc appliqué par exemple à l'uranium 235, c'est qu'on a notre noyau d'uranium 235, et on le fait percuter par un neutron. On a très rapidement, on peut avoir la formation en fait d'un noyau composé, l'uranium 236. Et ce noyau composé a une durée de vie extrêmement faible et va très rapidement se fissionner en plusieurs corps. Donc là, on a deux produits de fission, le krypton 92 et le barium 141, et 3 neutrons. C'est ce qu'on appelle la fission induite de l'uranium 235. Et si on se met à peser l'uranium 235 et les différents produits de fission qu'on a obtenus, donc le barium, le krypton et les 3 neutrons, on va se rendre compte que le noyau d'uranium plus le neutron obtenu sont plus lourds que les produits résultant de la fission. Ça veut dire qu'on a une différence de masse, on a une masse qui a disparu. Et en fait, cette masse-là, c'est une masse qui a été convertie en énergie avec la formule d'Einstein. Delta E est égal à delta M C carré. La masse perdue est convertie en énergie. Et c'est ça l'énergie nucléaire. C'est en fait qu'on va avoir au cours de réaction des pertes de masse qui, comme la masse c'est de l'énergie, s'il y a perte de masse d'un système, alors le système, comme il y a conservation d'énergie, en fait le système va avoir moins d'énergie et donc va fournir de l'énergie de masse en quelque sorte à l'extérieur. Et c'est ça qu'on va récupérer pour faire chauffer de l'eau et produire de l'électricité. Un petit point historique sur la fission nucléaire, parce que c'est toujours intéressant, c'est Enrico Fermi qui étudia en premier le principe du bombardement de l'uranium par des neutrons, et ça c'était en 1934, mais il n'a pas tout de suite compris les principes que ça impliquait. Et en fait c'est Lise Meitner et Otto Hahn qui ont découvert en premier le phénomène de la fission induite en 1938, et c'est en 1939 que Joliot Curie, le mari de la fille de Marie et de Pierre Curie, a déposé avec son équipe 3 brevets, donc 2 sur l'utilisation des réactions en chaîne pour l'énergie civile. Donc ils avaient déjà pensé un peu en fait au principe d'énergie nucléaire, d'utilisation d'énergie nucléaire pour le domaine civil. Et le dernier brevet qu'il avait déposé, c'était pour le perfectionnement des explosifs. Et donc là, vous pouvez penser, je pense que vous pensez à ça, il a été un des premiers à penser l'utilisation de l'énergie nucléaire en tant qu'arme, et donc en tant que bombe atomique. Et donc, concentrons-nous maintenant un peu plus sur l'uranium 235, parce que c'est en France, c'est l'uranium 235, c'est l'isotope de l'uranium qu'on utilise pour la fission nucléaire. Donc l'uranium 235, l'uranium se présente en fait sous la forme c'est un métal. C'est un métal là qu'on peut voir à la photo où le personnel tient en galet d'uranium métallique dans ses mains, donc un métal noir. Donc la fission d'uranium, on a pu le voir, donc il y a un neutron qui vient taper un noyau d'uranium. Ce noyau d'uranium vient capturer ce neutron, très brièvement se transforme en uranium 236, mais l'uranium 236 n'est pas stable du tout, et très rapidement, lui, il va se fissionner en deux atomes, le krypton 80, le krypton 92
et le barium 141. Et en fait, en réalité, il peut se fissionner en beaucoup plus de noyaux différents. À droite, je vous ai mis la distribution des produits de fission de l'uranium-235. Donc en abscisse, on a le nucléon. Et en fait, on se rend compte qu'il peut prendre... c'est une distribution statistique. Hein, il peut prendre plusieurs plusieurs produits de fission peuvent en résulter. Il y a très peu de chances en fait que les deux produits de fission aient strictement le même nombre de nucléons, là comme on peut le voir. Et en général, il y a toujours un noyau assez léger et un noyau lourd. C'est très rare d'avoir, il ne peut pas y avoir un noyau très très lourd, quoi. Et comment on le note en fait rigoureusement? Donc on a l'uranium-235 plus un neutron, donc il va faire un uranium-236, et ce uranium-236 va fissionner en émettant deux produits de fission plus un certain nombre de neutrons. Il peut parfois, ce qu'on appelle les fissions tertiaires, avoir 3 produits de fission, mais c'est très rare. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est cette équation nucléaire qui permet de modéliser une transformation de fission. Maintenant, je vais parler brièvement de la notion d'isotope fissile et fertile. Donc l'uranium-235, c'est le seul isotope naturel à pouvoir fissionner à l'aide d'un neutron, et plus particulièrement d'un neutron thermique, et ça on verra dans la prochaine vidéo c'est quoi un neutron thermique. Et donc s'il peut fissionner de façon naturelle, on appelle ça un isotope fissile naturel. On a aussi le plutonium-239. Le plutonium-239, lui, il peut aussi fusionner à l'aide d'un neutron. Donc ici, moi j'ai fait une petite faute. Mais ce dernier, il n'existe pas dans la nature. On dit que c'est un isotope fissile artificiel. L'uranium-238, lui, c'est un isotope fertile, c'est-à-dire qu'il peut produire, après absorption de neutrons, un isotope qui, lui, sera fissile artificiel. Donc en fait, on peut voir que si l'uranium-238 capture un neutron, il va se transformer en uranium-239, puis, par une série de réactions nucléaires, va pouvoir donner du plutonium 239, et c'est ce plutonium 239 qui est fissile. Et donc, comme on parle d'uranium-238, on dit que l'uranium-238 est un isotope fertile artificiel. Un isotope fertile, il n'est pas du tout artificiel, hein, parce qu'il est dans la nature, donc c'est une petite faute, c'est un isotope fissile naturel. Excusez-moi pour la petite erreur. Et donc, ces produits de fission sont en fait à l'origine de la radioactivité un peu qu'on connaît dans le nucléaire, puisqu'en fait, du coup, ces produits de fission, ils sont pas du tout stables. On peut voir, par exemple, dans le cas du krypton 93, qu'au bout d'une seconde, d'1,2 secondes, il va se désintégrer radioactivement pour se transformer en rubinium, puis, au bout de 5 secondes, en strontium, et en fait, c'est cette désintégration très rapide qui émet des particules qui, elles, sont radioactives. Et plus il se désintègre, donc il se désintègre pour retourner dans un état stable, et on peut voir en général que les dernières désintégrations peuvent durer très longtemps. Là, on peut voir que c'est 1,53 million d'années. Et donc, ça veut dire que notre zirconium 93 va rester radioactif, enfin, notre masse de zirconium radioactif 93 va rester radioactif pendant des millions d'années, en émettant des particules bêta-, donc des particules bêta-, donc des électrons, qui vont avoir la capacité d'endommager la matière, et en particulier la matière biologique. Et ça, on va pouvoir le voir dans la vidéo 5, hein. On va parler de la radioactivité, quelles sont les unités de la radioactivité, pourquoi c'est parfois moins dangereux que ce qu'on croit, et parfois plus dangereux que ce qu'on croit. Donc ça, on va vraiment décrire comment fonctionne la radioactivité avec la désintégration, etc., dans le chapitre 5. Donc en termes de bilan, donc on a vu la notion d'énergie de liaison. Cette énergie de liaison, en fait, permet de vaincre la répulsion coulombienne due à la répulsion de charges du même signe. On peut associer à un atome la notion d'énergie de liaison moyenne par nucléon, et on se rend compte que les atomes lourds, on peut les faire fissionner pour les transformer dans des atomes plus légers, qui eux seront plus stables parce qu'ils auront d'énergie de liaison plus élevée. Qui dit énergie de liaison, perte d'énergie, enfin augmentation de l'énergie de liaison dit perte de masse, et qui dit perte de masse dit production
enfin d'énergie, de chaleur, lorsqu'on fait de la fission nucléaire. Et donc c'est cette énergie de liaison, en quelque sorte, qu'on va récupérer pour produire de l'électricité. Donc je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo, et à bientôt pour la 4e vidéo qui portera sur les réactions en chaîne nucléaires.